Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire procéduralement un shader de lave. Je vais essayer d'alterner un petit peu, comme j'avais dit la dernière fois, une semaine Geometry Node, une semaine tuto qui n'a rien à voir. Comme ça, ceux qui veulent faire du Geometry Node, une semaine sur deux, vous allez être tuto. Vous avez le temps de le digérer un petit peu parce que Geometry Node, souvent, c'est des trucs un petit peu costauds. Et la semaine d'après, c'est un tuto un petit peu plus light. Pour ceux qui ne s'intéressent pas forcément au Geometry Node, vous avez votre rendez-vous régulier, du coup, une semaine sur deux, si vous voulez pas du tout voir le Geometry Node. Et quand on aura fini la formation Geometry Node, vous inquiétez pas, on reprendra le rythme où on fera à chaque fois des vidéos différentes. Et voilà, tout le monde sera content. Donc, aujourd'hui, on va voir comment générer le shader que vous avez sous les yeux. Il est généré 100% procéduralement dans Blender avec un noise texture, comme vous pouvez le voir juste en haut à droite. On va refaire tout ça ensemble dans une vidéo. Cette partie-là, hop là, on va la enlever parce que là, c'était vraiment spécifique pour le rendu que vous avez à gauche, que vous avez peut-être vu passer sur mes réseaux sociaux si vous me suivez, pour ajouter un petit peu de lave autour de l'anneau. On a peint directement l'endroit. Je voulais enlever la couche supérieure un petit peu plus épaisse pour laisser apparaître la lave. Donc tout ceci, on va pouvoir le modeler, le modifier en fonction de ce que vous souhaitez. On va même pouvoir animer, si vous voulez, la lave qui se déplace. Voilà, ça fonctionnerait aussi. Donc plein de choses à voir aujourd'hui. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. On va faire ça ensemble, pas à pas. L'avantage du procédural, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas besoin de texture et d'UV en entrée. Vous pouvez le générer directement sur la géométrie. Donc ça va être compatible avec la plupart des objets que vous allez pouvoir utiliser et importer ou créer, modifier dans Blender. Donc c'est vraiment ça le gros avantage de la technique qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender. Normalement, j'ai déjà mis les shortcuts en bas à droite. C'est nickel. Et on est parti. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement passer en cycles. Pourquoi? Parce que si je reprends cet exemple-là, si je me mets en Eevee, l'inconvénient c'est quoi? C'est que tout ce qui est génération du displace, déjà, gestion du displace, il ne va pas le faire correctement. Et également pour tout ce qui est émission, donc émission de lumière, c'est ce qui va créer de la lumière, c'est la self-illumination, qui va alimenter la lumière de ma scène, hein, sans parler de l'éclairage global qu'on a à l'extérieur. Mais il n'est pas géré par défaut avec Eevee. On est obligé de baker à chaque fois les informations. C'est assez galère. Donc on va tout faire dans Cycles, même si c'est compatible avec les deux moteurs de rendu. J'essaierai de switch à la fin pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc je passe en GPU. Je vais rajouter très rapidement un environnement de texture. Je vais prendre le forest de base et je vais le mettre uniquement à 0,3 dans un premier temps. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je veux une scène relativement sombre qui va être éclairée justement par cette lave. Donc pour travailler, je pourrais soit faire sur une sphère, soit faire sur un plan. Vu qu'on va considérer que ma lave, globalement, elle devrait être générée à l'intérieur d'un volcan, ou du moins une forme un petit peu planaire, on va partir d'un plan, mais pas d'obligation, je vais juste appliquer l'échelle. Et là, on est parti, je peux passer à gauche à droite en mode rendu. On s'aperçoit qu'il y a un petit défaut, c'est que je vois l'image HDR en fond. Donc je vais aller dans le Render Properties, Film, et je vais activer le Transparent pour pas avoir ceci. Donc là, mon HDRI a bien une influence sur les réflexions, les réfractions, sur l'éclairage de ma scène, mais il n'est pas rendu physiquement, que ce soit dans la vue 3D ou dans le rendu final. Donc si je veux l'activer, j'ai juste à redécocher le Transparent juste ici. Et donc là, on est pas mal. On peut commencer à faire le shader. Alors pour faire le shader, pas besoin de passer dans le mode Render Preview dans un premier temps. Le Material Preview Mode suffira amplement. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on va manipuler le système nodal et le générateur de noise pour arriver déjà à avoir quelque chose qui corresponde à ce que je souhaite. Et ensuite, on verra ce que ça donne en rendu final. Donc hop là, je vais me mettre comme ceci en termes de layout. Tac. Et là, on est pas mal. Donc j'ai mon aperçu en haut à gauche de mon shader pour voir ce que ça donne. Et en haut à droite, j'ai mon système nodal. Donc on va partir de quoi? On va partir d'un noise texture. Pourquoi on part d'un noise texture? On pourrait très bien essayer de travailler avec un autre générateur comme le Musgrave par exemple. Le noise texture a quand même un avantage considérable par rapport au Musgrave, c'est qu'il a ce paramètre de distorsion. Et ça, vous allez voir que ça va permettre de faire une sorte de curly noise qu'on a souvent dans les logiciels de 3D. Et regardez ce que ça donne si je fais CTRL SHIFT clic gauche dessus avec le Node Wrangler. En temps réel, j'ai mon noise qui apparaît ici. Et si j'augmente la distorsion, vous voyez ce que ça fait? Ça donne un effet un petit peu de mouvement qu'on pourra avoir dans la texture. Et c'est ça qui va nous intéresser pour faire la lave. Donc par défaut, je vais le mettre à 0. On ne va pas s'y intéresser. Je vais juste augmenter un tout petit peu l'échelle à 7. Par exemple, je vais augmenter les détails pour avoir un petit peu plus de niveau
de qualité dans ma texture, un petit peu d'itération. Et la roughness également très important. Moi j'aimerais bien avoir plein de petits points dessus. Donc je vais augmenter la roughness jusqu'à 1. Et là l'avantage c'est quoi? On a un petit peu un effet de feuille, de papier canson ou autre en termes de texture. C'est pas très grave, c'est normal. Tous les détails qu'on va récupérer ici, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va les traiter dans un color ramp pour coloriser ce niveau de noir et blanc. Alors je pourrais très bien avoir moins de roughness, mais du coup je récupérerai moins de détails par la suite. Donc là ça dépend également de ce que vous voulez obtenir en termes de résultats. Si vous voulez avoir quelque chose de réaliste, on va dire qu'on va rajouter beaucoup de détails et beaucoup de roughness. Si vous voulez avoir un effet un petit peu plus cartoon, peut-être que ces détails-là et cette roughness n'est pas nécessaire. Et je vais augmenter, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu la distorsion. Et vous voyez, quand on baisse la roughness, on aurait des distorsions un petit peu différentes. Donc je vais mettre à 0,7 et on retouchera un petit peu à ces paramétrages si vous voulez à la fin. Comme ça, on verra comment ça peut influencer le rendu en temps réel. Alors pour travailler proprement, on va quand même rajouter un node de type texture coordinate et je vais me mettre en object et relier mon vecteur. Comme ça, on en est vraiment basé sur l'échelle de mon objet. Et du coup, je m'aperçois qu'on est peut-être un petit peu grand là. En termes d'échelle, je vais mettre 6,5. C'est peut-être un petit peu mieux. Ok. Et donc là, j'ai la base et à partir de ça, on va tout faire. Donc quand je dis on va tout faire, c'est qu'on va définir l'endroit où mon objet doit être éclairé, la base color, c'est-à-dire la couleur d'émission et la couleur de base de mon objet de diffusion. On va également définir à partir de ça une hauteur pour mon displacement. Donc on va tout faire à partir d'ici. Alors, on va faire dans un premier temps une color ramp. Cette première color ramp va servir à quoi? Elle va servir à coloriser, du moins à donner de la couleur à mon objet. Donc ça, on va l'utiliser pour deux éléments, pour la base color et pour l'émission. Pourquoi? Alors la base color, ça va être la couleur de base, mais vu qu'on va overrider entre guillemets cette information avec une émission, comme une ampoule qui éclaire, la lave ça va émettre de la lumière, mais forcément ma base color va un petit peu être rognée par la valeur qu'on va mettre là. Donc quand on aura une valeur qui correspond à ce que je veux obtenir en termes de résultats de couleur dans ma color ramp, je devrais le relier à la fois dans ma base color et à la fois dans mon émission. On n'y est pas encore. Donc ce que je souhaiterais moi, c'est une lave, on va dire, un petit peu jaune-orangé. Donc voilà, quelque chose qui ressemble à ceci. Donc d'abord un petit peu vers le jaune, ok, et qui va terminer vers quelque chose de beaucoup plus foncé pour simuler en fait la représentation de la sorte d'épaisseur qui est au-dessus. Donc l'avantage du color ramp, c'est que je peux facilement déplacer, vous voyez, vers la gauche et la droite, et automatiquement ça va me recoloriser en temps réel. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de passer en mode rendu, ça marchera aussi, hein, mais le temps d'exécution, vous voyez, est un petit peu plus long, notamment si vous avez un PC qui rame un petit peu en termes de performance graphique, ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Donc on va définir, on va dire, mes deux entrées principales. Ok, on a bien le passage du orange au noir qui est défini, mais cette transition se fait pas assez progressivement. On a une coupure en net, on a trop d'orange, on n'a pas assez de valeurs foncées. Donc on va mettre ce que j'appelle des valeurs intermédiaires. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre une sorte de marron foncé, voilà, qui ressemble par exemple à ceci. Entre les deux, je vais peut-être mettre une valeur rouge pour faire la transition. Vous allez voir que tout ça, on va l'ajuster après coup, donc ne vous inquiétez pas. Et juste à côté, je vais mettre une valeur peut-être un petit peu plus orangée, comme ceci. Et celle-là, je vais la mettre peut-être un petit peu plus jaune. Voilà. Comme ça, j'ai plein de petites valeurs. Et à partir de ça, on va pouvoir décaler les valeurs en temps réel dans ma vue 3D pour obtenir quelque chose comme je le souhaite. Donc on va dire, là, on a à peu près pas mal. Vous voyez, on a des zones un petit peu plus lumineuses juste ici. Donc ça correspond au jaune que j'ai là. Je pourrais le mettre plus ou moins intense. On va redécaler peut-être un petit peu ce orange. Voilà, comme ceci. Et là, mine de rien, on est pas mal en termes de premier essai. Donc là, c'est vraiment le premier jet. Hein, en termes de premier essai pour ça. Là, plutôt qu'avoir du noir à 100%, je vais peut-être mettre un marron foncé. Voilà, comme ceci. Et la couleur noire absorbante à 100%, on va la mettre juste là. Et donc là, je pense qu'on est pas mal. Alors, je pourrais décaler un petit peu tous ces nodes si je veux avoir une lave plus ou moins intense. Donc, il faut bien comprendre comment fonctionne le color ramp. Et là, on va dire que, bon, c'est le début, mais on commence à avoir quelque chose qui peut être potentiellement concluant. D'accord? Si je regarde, j'ai l'exemple de la vidéo sous les yeux à droite,
j'avais à peu près le même système de nodes. Celui-là était un petit peu plus écarté, mais ça dépend vraiment de ce que vous voulez obtenir. Et même vous, chez vous, si vous ne prenez pas exactement les mêmes valeurs que moi, vous n'allez peut-être pas obtenir exactement le même résultat, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que vous arriviez à manipuler le color ramp, que vous compreniez bien que le noise texture va sortir une valeur en noir et blanc allant de 0 à 1, et que le color ramp va permettre d'interpréter ces valeurs-là en donnant une couleur à chaque valeur allant entre 0 et 1. Donc ce qui était en 0 avant va devenir jaune, ce qui était en 1 avant va devenir noir, et tout ça de manière graduelle juste ici. Ok? Donc une fois qu'on a ceci, alors peut-être écarter un petit peu ça. Voilà, je pense que là, on est un petit peu mieux. Une fois qu'on a ceci, on a les débuts. Donc ça, comme je vous ai dit, on va l'utiliser à deux endroits. On va l'utiliser dans la base color. Donc je peux relier mon principal BSDF à ma surface. Et on va également l'utiliser dans mon emission pour émettre de la lumière. Sauf que le souci, c'est que par défaut, l'emission strength, il est comment? Il est à 1. Donc moi, j'aimerais bien avoir une émission qui est beaucoup plus importante. Comment on va faire? Ben, on pourrait prendre ce noise texture, et moi, j'aimerais bien faire, en fait, tout ce qui est sur les valeurs de gauche, juste ici, ça va émettre de la lumière, et tout ce qui est ici, je ne veux pas que ça émette de lumière. Parce que par défaut, là, on a un souci, vous voyez, si je passe en rendu, mais même mes parties qui sont considérées comme absorbantes, parce qu'on a donné une couleur noire, donc c'est censé être une sorte de croûte de lave par-dessus, mais là, elles émettent de la lumière. Donc ça, c'est pas bon. Alors, comment je fais pour changer ça? C'est pas très compliqué, vous allez voir. Je vais rajouter un nouveau color ramp, et là, pareil, on va retravailler les valeurs de ceci. Donc là, le but, c'est quoi? Le but, c'est d'obtenir des valeurs blanches dans tout ce qui doit être source d'émission de lumière et une valeur noire dans tout ce qui doit absorber la lumière. Donc je vais inverser en fait mes poignées, hop là comme ceci, et je vais à peu près l'aligner si je juxtapose mes nodes. Il faudrait émettre de la lumière à peu près jusqu'ici. Voilà, je pense que ce serait pas mal. Et j'aimerais une transition un petit peu plus brutale, donc avoir une valeur plus élevée. Donc je vais faire par exemple quelque chose qui ressemble à ça. Une fois que j'ai ça, cette valeur-là, si je la relie à l'émission strength, eh bien ça va bien fonctionner parce que je vais dire en Blender, toutes les valeurs d'entrée à partir d'ici vont émettre de la lumière, et ensuite je ne veux pas que tu émettes de lumière. Et là, si on va dans le surface, voilà ce qu'on va obtenir. Tac. On a bien une émission intense ici et un petit peu moins là. Alors j'ai dit intense, c'est pas vraiment le cas. Moi j'aimerais encore accentuer cette intensité, et pour cela, on va utiliser un node de type math, auquel je vais pouvoir non pas additionner, parce que si j'additionne, ce qui était noir au début va devenir gris avec du 0,5, mais je veux le multiplier. Pourquoi le multiplier? Parce que ce qui était noir va rester noir, donc pas émettre de lumière. Ce qui était blanc va récupérer un coefficient multiplicateur, et si je mets par exemple 50, vous voyez que là, bam, de suite on a quelque chose qui éclaire un petit peu plus. Et là, si je passe en mode rendu temps réel, vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose qui est sympa. Donc là, on a quasiment fini. On a quasiment fini. Il manque quelques détails que l'on va modifier, mais vous allez voir que ça va être juste des petits ajustements. On a également quelque chose à modifier. C'est tout simplement le displacement, parce que là, c'est beaucoup trop plat. On va vouloir ajouter un petit peu de variation. Alors, je vais dans un premier temps faire quelques subdivisions sur mon plane. Pourquoi? Parce que vous savez que le displacement, c'est basé sur la topologie. Donc, plus vous allez avoir de densité de points, et plus vous allez pouvoir modifier la surface de votre objet. Donc là, on va dire que c'est pas mal. Je vais faire un clic droit Shade Smooth parce qu'on va vouloir adoucir tout ça. Et maintenant, je vais prendre le même noise texture que tout à l'heure, parce que c'est lui également qui va définir la hauteur de mes nouveaux points. Et je vais rajouter deux nodes, un displacement, et potentiellement qu'on aura besoin d'un map range. Alors ça, je suis pas sûr, ça dépend comment la sortie de la texture est effectuée. Je prends mon displacement, je le mets sur mon displacement. Par défaut, il ne se passe pas grand-chose. On a l'impression qu'il a fait une sorte de normal, mais pas forcément ce que j'attendais. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'il faut activer dans les options, settings, ici displacement, par défaut, il est en bump only, donc j'ai juste du bump map qui s'effectue. Je vais mettre displacement and bump. Et là, voilà ce que j'ai. J'ai quelque chose qui est absolument affreux. Pourquoi? Parce que il est beaucoup trop élevé. L'intensité, le scale de mon displacement ne va pas du tout. Alors déjà, le mid-level, je l'ai passé à 0, voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui
qui forcément soit raligné à ce que j'avais au début. Donc ça, je m'en fiche un petit peu. Je pourrais laisser à 0,5. Hein. C'est tout simplement un confort d'utilisation, une habitude. Mais vous voyez, 0,5, il va faire en sorte que ce soit le milieu de mes éléments qui soit la coupure du displacement. Si je mets à 0, c'est juste qu'il y a tout qui va être un petit peu élevé à cause de l'échelle. Si je mets une échelle de 0,1, vous allez voir que là, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus doux et qui fonctionne du coup beaucoup mieux. Et là, on est pas mal. Je pourrais rajouter, comme je vous disais tout à l'heure, un map range, juste ici, tac, qui va permettre, pourquoi pas, de changer un petit peu les valeurs. Donc ça, c'est toujours bien de l'avoir. C'est un petit peu comme un colorama, ça permet de remodifier les valeurs que j'ai en entrée. Et du coup, on est pas mal. On a notre système de lave qui est effectué. Alors, c'est un petit peu différent de ce que j'avais dans ma vidéo d'avant. Enfin, dans ce que je vous ai montré au début ici. Pourquoi? Tout simplement, c'est pas la même échelle. Et c'est surtout le coloramp ici qui va changer beaucoup de choses. Là, on avait quelque chose de beaucoup plus absorbant. Donc, on va essayer de faire à peu près la même chose. Si je retourne ici, il va falloir manipuler. Donc, tout va se passer ici, dans le coloramp. Ça peut paraître bête, hein, mais tout va vraiment être joué ici. Donc là, si la lave vous convient, vous pouvez vous arrêter à ça. Mais moi, j'aimerais bien obtenir quelque chose qui me rappelle un petit peu ce que j'avais dans la vidéo du début, ce que je vous ai montré. Donc j'avais voilà, une sorte d'épaisseur là, qui absorbait un petit peu plus. Donc peut-être un petit peu comme ça, on peut agrandir le node pour manipuler correctement ce que je souhaite. Donc on va dire que là, on est pas mal. Voilà. Donc là, j'ai déjà quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de ce que j'avais. Après, ça dépend. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez obtenir en termes de résultats. Je vais mettre une échelle à 1. Comme ça, j'ai quelque chose d'un petit peu plus épais. Et si vous voulez, je vous propose de voir ce que ça donne carrément sur une sphère. Comme ça, on va pouvoir changer un petit peu tout ceci en temps réel également. Je vais prendre une UV Sphere, je vais faire CTRL 3 pour ajouter des subdivisions. Clic droit, Sheet Smooth, je peux appliquer ceci. Je refais un CTRL 2 pour avoir un petit peu plus de subdivisions. Et là, je vais passer, hop là, sur mon matériel. Et en temps réel, vous voyez, qui me l'affiche. Et là, je pense qu'on est pas mal. Alors, j'ai toujours, hein, comme je vous disais, mon image HDR. Je vous la déconseille un petit peu pour ce genre de rendu. Pourquoi? Parce que là, vu que c'est la lave qui doit jouer le rôle de source lumineuse, si vous avez une intensité un petit peu trop élevée dans votre HDRI, ça va rajouter des sortes d'éclairage dessus que j'aime pas trop. Si vous le mettez à 0, c'est uniquement la lave qui va éclairer. Donc on peut faire allez, un 0,1 pour trouver l'entre-deux. Rien ne vous empêche également d'augmenter la roughness si vous voulez quelque chose qui va avoir beaucoup moins, qui va moins recevoir de lumière, du moins étaler les choses, ou baisser un petit peu la spéculaire. Ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi je vais changer un petit peu ces valeurs. Je vais mettre 0,3 et 0,6 pour avoir quelque chose de cadré et d'assez fixe en termes de valeur. Et là, je pense qu'on est pas mal. On a bien notre générateur de lave. Alors comme je disais tout à l'heure, hein, tout ça bien évidemment, on va pouvoir le modifier en temps réel. Hop là, je mets du denoise pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et je pense qu'on est good, hein, on est good. Donc on a un rendu différent de ce qu'on avait au début de la vidéo, mais au final j'aime bien. On pourrait peut-être rendre un petit peu plus orange-rouge cette valeur-là. Voilà, peut-être un petit peu plus orange. Celle-là un petit peu plus rouge. Oui, c'est léger. Hein. C'est léger, mais ça va permettre d'influencer vraiment la couleur de la lave. Non, c'est un petit peu trop orangé. Là, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Alors n'oubliez pas, hein, vous pouvez toujours, si vous trouvez que ça va pas, que ça réagit pas assez vite, vous pouvez toujours passer en mode preview. En preview mode, hein. On a toujours la possibilité de faire ça. Et là, on est pas mal. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, le côté curly, la distorsion là. Curly, c'est les sortes de boucles générées, de mouvements, de fluidité que ça génère dans le noise. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Hein. Là, vous voyez, on a quelque chose de totalement différent qui serait peut-être un petit peu plus approprié pour une lave, on va dire, qui est restée un petit peu plus longtemps figée. Du coup, on n'a pas de mouvement dessus.
Là, je peux décaler un petit peu tous les nodes qu'il y a ici. Donc ça dépend vraiment aussi comment vous l'interprétez. En fait, dites-vous que plus vous allez aller vers la gauche là, plus vous allez avoir potentiellement... Alors là, c'est un résultat encore totalement différent. Mais plus vous allez avoir la partie supérieure ici qui va être visible. Voilà. Donc on peut ajuster un petit peu tout ça. Bon, je vous laisserai faire les réglages de votre côté. Je suis sûr que vous allez vous en sortir. De toute manière, comme d'habitude, tout ce que je fais là, ce sera présent sur mon Discord, disponible gratuitement au téléchargement, bien évidemment. Il n'y a pas de souci sur ça. Dans la section ressources gratuites. Peut-être aussi que je vais... Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de Gumroad qui permet de mettre en téléchargement pas mal de ressources gratuitement. Peut-être que je regarderai un petit peu comment ça fonctionne et que je mettrai des trucs dessus. Je vous dirai. Je vous dirai, il faut que je regarde un petit peu. Mais là, il faut que j'arrête, sinon je vais passer 1 heure sur ça. Je pense que là, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. On a un rendu différent, pas forcément moins bien que ce que j'avais au début de vidéo. C'est 2 rendus différents. C'est vraiment en modifiant ces valeurs-là que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, je pourrais avoir plus ou moins de lave visible, entre guillemets. C'est ça l'avantage, c'est que j'ai juste à bouger cette valeur-là. Et automatiquement, il va me faire un rendu totalement différent. Bon, on va dire que là, on est OK. Je vais rajouter à nouveau un petit peu de distorsion. 0,6. Tac. Et voilà. On a notre shader de lave, il est entièrement procédural, il est entièrement modulable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je rajoute un autre objet, par exemple notre chère Suzanne, notre tête de singe, si je lui rajoute le shader par-dessus, ça fonctionne automatiquement. Donc il y a juste des fois un petit peu l'échelle à ajuster, si je veux plus ou moins de répétition sur celui-ci, mais ça fonctionne. Je pourrais également rajouter, si je prends un plan très important, si vous voulez faire une sorte de petite animation, alors sachant qu'il n'y aura pas de collision qui sera gérée, mais ça permet déjà d'avoir un petit truc. Hop là, si je rajoute ma lave, je pourrais très bien rajouter un node mapping, juste ici. Et mon node mapping me permettrait de décaler en temps réel, vous voyez, pour faire évoluer la lave. Donc soit le X, soit le Y. Voilà, pour ajouter le mouvement. Alors le Z, ça va faire un effet un petit peu particulier parce que ça va faire des changements de hauteur. Ça pourrait rajouter, ceci dit, un mouvement un petit peu de remous. Vous voyez? Tac. Donc pourquoi pas. Vous avez toutes les cartes en main. Juste, je vais rapidement passer en Eevee pour vous montrer ce que ça pourrait donner. Alors j'ai juste un petit truc qui me chagrine. Voilà, je vais décaler un petit peu cette poignée-là, parce que je trouve que ça émet pas suffisamment de lumière. On est pas mal, et je vais éclaircir un tout petit peu ce orange en jaune, et je vais décaler ce nœud-là, voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intense. Tac. Ok, on est pas mal. Et une fois que j'ai ceci, je peux passer en Eevee, et là vous allez être déçus. Vous allez être déçus pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qu'il ne va pas prendre en compte. Si je passe en Eevee, déjà il doit recompiler un petit peu le shader. Voilà ce que j'ai. Alors l'avantage d'Eevee c'est quoi? C'est que je peux rajouter du bloom, ce qui va donner un effet un petit peu de flou lumineux aux zones intenses en termes d'intensité lumineuse d'émission. Donc ça va vraiment être lié à ce color ramp et à ce multiply, mais ça rend quand même beaucoup moins bien. Donc voilà, je vous conseille quand même de travailler en cycles si vous avez la possibilité. Vous voyez que de suite, le résultat est beaucoup plus intéressant. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, amusez-vous bien avec ce système de nodes. Vous pouvez un petit peu modifier tout ce que vous souhaitez. C'est ça que je trouve intéressant dans le procédural, c'est qu'on n'a pas de limite une fois qu'on a le début. Là, on pourrait s'amuser pendant des heures à obtenir vraiment quelque chose qui corresponde à ce qui matcherait à notre scène. Parce que là, je vous montre un système de base. Vous pouvez le faire évoluer, hein. Bien évidemment, il n'y a rien qui est figé. C'est ça qui est cool. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions. Les gens sont globalement assez réactifs. C'est vrai que des fois, dans les commentaires YouTube, il y a des questions qui passent à la trappe parce que j'ai pas le temps de tout lire et j'en suis désolé. Il y en a énormément. Vous voyez également avec le colorant ici, on peut obtenir un effet, voilà, un autre effet que je trouve également intéressant. C'est plus un effet braise là du coup, mais en bougeant un petit peu le colorant de l'émission, vous voyez là, on aurait vraiment quelque chose beaucoup plus contrasté qui rend vraiment bien aussi. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez.
Je m'arrête là, sinon je suis parti pour 1 heure à modifier les color ramps, c'est pas très intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fichier sera en description pour le lien de téléchargement sur Discord. Enfin, du moins, il y aura le lien du Discord pour télécharger le fichier gratuitement. Peut-être qu'il sera également sur Gumroad. Il faut que je vois comment ça fonctionne pour créer le compte et tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bonne vidéo. Enfin, vous l'avez déjà vu. Bon travail, je sais pas comment on peut dire. C'est la pire conclusion. C'est la pire conclusion parce que vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de regarder comment j'ai le Gumroad ouvert à côté. Je regarde, je reçois des mails pour savoir comment on peut uploader les trucs. En même temps, je suis en train de modifier le color ramp. Puis je me dis, il faut que je trouve un thème pour la semaine prochaine. J'ai 50 000 trucs dans ma tête. Bref, fin de la vidéo. Ciao, à la prochaine. Portez-vous bien. Bon Blender. À plus.